et bienvenue sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de stress chronique mal géré, de surmenage, de décompensation et donc de burn-out. Une vidéo qui va être assez complète tout en étant quand même synthétique, parce que sinon il faudrait qu'elle dure 2 heures, déjà qu'elles sont très longues. Donc on va essayer de voir les choses de manière assez résumée. Donc on va donc parler de stress avec cette vision en psychologie, psychobiologique, avec une vision plus, avec une approche plus neurobiologique. On va parler donc du burn-out, comment est-ce qu'on le dépiste, comment est-ce qu'on le diagnostique, comment est-ce qu'on l'évalue en termes de biologie et quelles sont les propositions de prise en charge, bien évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même, comment essayer de le prendre en charge, notamment au niveau des thérapies de 3e vague, des TCC de 3e vague, mais aussi en micronutrition, quels sont les outils, quelles sont les complémentations qu'on va pouvoir mettre en place, mais évidemment au cas par cas, en fonction de chaque individu, de chaque patient. Alors on est parti. Alors le stress finalement c'est un concept psychobiologique, c'est une réponse de l'organisme à une agression extérieure, dans le but finalement de préserver la survie. C'est vraiment cet instinct de survie avec les travaux de Laborie sur les 3 états de stress, fuite, lutte, inhibition. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces travaux. Et dans l'approche neurocognitive et comportementale qui est développée par le docteur Jacques Fradin, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer puisque j'ai suivi ses enseignements. C'est le président de l'IME, de l'Institut de médecine environnementale. Donc dans l'ANC, en fait, a été déterminée une cartographie de notre cerveau et donc ça nous a permis de comprendre comment était généré le stress. Et c'est super intéressant. En fait, notre cerveau a été cartographié en 4 territoires. Donc on a le territoire le plus ancestral qui est le territoire qu'on va appelé reptilien, donc voilà le plus animal dirons-nous, et c'est dans ce territoire-là qui gère la survie individuelle que va naître le stress. Donc c'est dans le territoire, dans le cerveau reptilien. Ensuite, on a eu le territoire paléolimbique qui lui va gérer plutôt la survie dans la communauté. Alors c'est un territoire qui est extrêmement intéressant, notamment lorsqu'on se retrouve avec des individus qui ont des problèmes de positionnement grégaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de positionnement grégaire, mais c'est savoir est-ce que vous avez plutôt un PG dominant, un PG soumis, un PG marginal ou intégré. Finalement, c'est le territoire de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, trouver sa place dans la société, faire confiance, se faire confiance, mais aussi faire confiance aux autres. Le paléolimbique, c'est ce territoire. Ensuite, on a le territoire néolimbique. Celui-ci, c'est le territoire de l'apprentissage, des conditionnements, des valeurs, des personnalités, donc ce qui se construisent relativement tôt. C'est le territoire aussi qu'on appelle de la gestion des situations simples et connues, puisque c'est l'apprentissage. On appelle ce mode mental le mode mental automatique. Donc dès qu'une situation est simple et connue, on va utiliser ce territoire spécifique et on va donc pouvoir émettre une réponse rapide et adaptée. Ensuite, on a le territoire préfrontal, toute cette zone beaucoup plus récente, et le territoire préfrontal, contrairement au néolimbique, lui permet de gérer les situations qui sont beaucoup plus complexes, qui sont nouvelles, que l'on ne connaît pas. Et ce territoire préfrontal permet ce qu'on appelle de mettre en place un mode mental adaptatif. Alors comment se passe le stress par rapport à ces 4 territoires? Donc je vous ai expliqué que le stress naissait dans le territoire reptilien, mais il n'est pas comme ça, il faut qu'il ait un signal. En fait, lorsque vous allez vous retrouver devant une situation qui est nouvelle, une situation qui est complexe, et que votre cerveau néolimbique va envoyer une réponse alors que lui n'est pas adapté à gérer ce type de situation, puisque lui il est là pour gérer ce qui a été appris, ce qui est connu, ce qui est simple. Du coup il va générer une réponse qui ne va pas être adaptée du tout, et le cerveau préfrontal, lui il va se rendre compte
du fait qu'il y a eu un souci d'aiguillage et il va envoyer un signal au reptilien pour lui dire la zone, le territoire qui a été stimulé et qui a répondu n'est pas la bonne, et donc le reptilien va générer le stress. Donc quand vous comprenez ça, vous allez finalement avoir une vision du stress tout à fait différente. Finalement, le stress n'est plus notre ennemi. Le stress est là pour nous signaler que nous n'avons pas sollicité la bonne zone au niveau de notre cerveau. Et que donc, au lieu d'avoir utilisé le mode mental adaptatif pour une situation qui le nécessitait, c'est-à-dire une situation qui est compliquée, en général, on ne stresse pas quand on prend sa voiture et qu'on fait toujours le même trajet. Par contre, quand il s'agit de prendre sa voiture et d'aller à un endroit où on n'est jamais allé à une heure de pointe, ça peut générer du stress. Et effectivement, là, si on utilise le mode mental automatique, on va avoir du stress parce que c'est une situation nouvelle, il faudrait utiliser le mode mental adaptatif. Donc, le stress est un signal d'alarme. Le stress est finalement un outil qui va nous permettre de nous dire qu'il faut qu'on apprenne à faire le switch, à faire la bascule entre le mode mental automatique et le mode mental adaptatif. Et donc on a des outils aujourd'hui qu'on appelle de gestion des modes mentaux, de GMM, qui ont été notamment développés par le Dr Jacques Fradin, donc dans l'approche neurocognitive et comportementale, qui permettent de faire cette bascule entre le mode mental automatique qui correspond à des dimensions telles que la rigidité, telles que la certitude, la dichotomie, l'empirisme, la notion d'image sociale. Donc toutes ces dimensions qui font le mode mental automatique. Et donc faire la bascule, ça signifie laisser la rigidité pour la souplesse, laisser la certitude pour la curiosité, la simplification, le tout noir tout blanc pour la nuance, laisser l'image sociale pour son opinion personnelle. Tout ça, ça crée le mode mental adaptatif, toutes ces dimensions, ces 6 dimensions. Et du coup, vous vous rendrez compte que lorsque vous arrivez à faire cette bascule, il y a des exercices qui permettent d'apprendre à faire cette bascule, et ben on se rend compte que le stress diminue naturellement. Puisque finalement, on a rebasculé en mode préfrontal, et donc le reptilien se dit « je n'ai plus besoin de générer du stress, puisque le mode mental qui est utilisé est le bon, il est adapté à la situation ». Donc ça, c'était un point super important que j'ai trouvé extrêmement intéressant de découvrir, ces 4 zones que nous avions au niveau du cerveau et comment est-ce que le stress était généré à partir du reptilien lorsqu'il y avait lorsque la bascule n'avait pas été faite dans une situation compliquée. Alors ça, c'était la vision ANC. Le stress maintenant en neurobiologie, en micronutrition, parce que ça a été aussi clairement identifié. On sait aujourd'hui que le stress se développe en 3 phases. On a une phase, donc le stress chronique mal géré, une phase qu'on appelle la phase d'alarme. On va avoir une synthèse très importante d'adrénaline par les surrénales, par la médulo-surrénale, suivie d'une synthèse de noradrénaline. Et puis au niveau du cerveau, on va avoir des synthèses de dopamine et de sérotonine. Puis on va avoir une seconde phase. Alors dans la première phase, je tenais à vous préciser qu'on va avoir une surconsommation de magnésium et une fuite de magnésium. Donc c'est extrêmement important lorsqu'on est soumis à un stress d'avoir une complémentation adaptée en magnésium. Donc le magnésium érythrocytaire, ça se dose. Il faut utiliser un magnésium, une forme de magnésium qui est bien assimilée, bien biodisponible. Donc ne vous complémentez pas à l'aveugle. Demandez toujours conseil à un professionnel de santé qui a la rigueur scientifique nécessaire pour vous définir quel est le meilleur complément alimentaire, quelle est la meilleure forme de magnésium, et puis si il fait des examens plus poussés, vous dire exactement quelles sont les posologies que vous devez utiliser en fonction de la phase dans laquelle vous vous trouvez. Dans la phase 2, on est dans une phase de résistance. On va avoir du cortisol qui va être synthétisé de manière de plus en plus importante. On va avoir la sérotonine qui va être synthétisée, qui va faire un pic pour essayer justement de maintenir le cap, la dopamine qui va commencer à chuter, et puis on va passer dans une phase qu'on appelle la phase de chronicité, où on va avoir un effondrement de la synthèse de nos neuromédiateurs, que ce soit la sérotonine, la dopamine. On va avoir le cortisol qui va continuer à monter en flèche, et à un moment, on va avoir un effondrement de tout l'axe finalement, qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
Et donc on va avoir, après avoir surstimulé l'hypothalamus avec des synthèses de CRF, qui va lui-même surstimuler l'hypophyse avec la synthèse d'ACTH, qui va elle-même surstimuler les surrénales, on va avoir une hypertrophie des surrénales et le cortisol va s'effondrer. On va avoir vraiment un phénomène de décompensation et c'est là qu'on se retrouve en burn-out. Donc les bilans biologiques sont vraiment très intéressants à faire parce que lorsqu'on fait des profils hormonaux, un profil hormonal salivaire, on va savoir exactement dans quelle phase vous vous trouvez. Est-ce que votre cortisol est encore élevé? On regarde surtout le rapport cortisol sur DHEA. Et le DHEA est pas trop élevé. Est-ce que le cortisol est déjà effondré? La prénénolone, on va regarder la testostérone. On va pouvoir faire des bilans biologiques au niveau des neurotransmetteurs, voir est-ce que vous avez déjà votre sérotonine et votre dopamine qui sont dans les chaussettes. Donc, ces trois phases du stress, d'alarme, de résistance et de chronicité, puis de la décompensation, ont été extrêmement bien définies et nous permettent aujourd'hui, lorsqu'on est dans une consultation avec un patient qui est face à un stress, de savoir où est-ce qu'il est et quelle est la prise en charge qu'on va pouvoir lui proposer. Alors, il y a, vous l'avez compris, entre la phase de chronicité, qu'on appelle également phase de surmenage et qu'on appelle aussi pré-burnout ou burn-in, dans cette phase, on a des signes cliniques, on a des bilans biologiques qui sont bien différents du burn-out. Et la plupart du temps, quand on voit les patients, ils sont en burn-in finalement. Ils sont en surmenage, en stress chronique, ils n'ont pas encore décompensé vers le burn-out. Le burn-out, des fois, on voit des patients qui ont eu des antécédents de burn-out, et il y a quand même ce phénomène cicatriciel où il y a des prises en charge à faire également. Mais bon, la plupart du temps, c'est du burn-in. Donc dans le burn-in, dans la phase de surmenage, qu'est-ce qu'on va voir? Au niveau des signes cliniques, il y a un signe clinique d'appel, c'est la prise de poids rapide. Prise de poids rapide devant un stress, notamment une prise de poids, une adiposité viscérale, donc prise de poids au niveau de l'abdomen. Ça peut déjà nous faire penser à une hypercortisolémie et à un problème de stress chronique mal géré. On va avoir une perturbation du bilan biologique. Alors je vous ai déjà parlé du syndrome métabolique, mais là on va parler du pré-syndrome métabolique avec une élévation des triglycérides, diminution du HDL cholestérol, une augmentation de la tension artérielle, une augmentation de la glycémie. On a déjà des dérèglements, vous voyez, bien avant de faire un diabète de type 2. On va retrouver également une chute de la libido, des dysménorrhées, donc dérégulation des cycles menstruels, des problèmes au niveau des fanères, chute de cheveux, les ongles cassants, la peau fine. Ça, c'est vraiment des signes qui nous font penser qu'on est en hypercortisolémie. Donc c'est intéressant de les repérer assez rapidement et après on les objective par un bilan biologique, on sait où est-ce qu'on est, on peut proposer la prise en charge adaptée. Alors que quand on va être dans le burn-out, finalement, ça va être un épuisement global, complet, physique et psychique, cortisol dans les chaussettes, DHEA dans les chaussettes, tous les neuromédiateurs dans les chaussettes, c'est un épuisement complet, un épuisement hormonal, un épuisement surrénalien, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, le burn-out, on peut le prendre en charge bien évidemment, mais vous voyez bien que ce n'est pas exactement la même prise en charge qu'on va proposer pour une phase de surmenage et pour une phase de burn-out. Donc le burn-out, c'est vraiment ce concept d'épuisement dans le cadre du milieu professionnel avec cette espèce d'amertume, ce sentiment d'inefficacité, cette prise de distance, ce sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu'il faut qu'on s'en aille. Le burn-out est de plus en plus présent d'ailleurs aujourd'hui dans le milieu professionnel. Alors le burn-out, il peut entraîner de nombreux troubles psychosomatiques, des dépressions, des syndromes anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, il peut entraîner des troubles cardiovasculaires, des infections à répétition, donc c'est vraiment quelque chose à dépister le plus précocement possible, puisque plus c'est dépisté précocement, plus c'est, on va dire, facile à traiter. Alors il y a des facteurs de vulnérabilité au burn-out, alors sans rendre responsable l'individu qui va présenter un burn-out, bien évidemment, mais on a déterminé deux catégories de travailleurs, les travaillomanes et les travailleurs engagés. Donc les travaillomanes, ce sont les workaholics, donc qui vont travailler de manière compulsive, qui n'arriveront pas à faire la part des choses entre leur vie professionnelle et leur vie privée, qui vont avoir du mal à se désengager de leur vie professionnelle et donc leur vie professionnelle va avoir un impact négatif sur leur vie privée, qui vont travailler dans le but d'obtenir de la reconnaissance, dans le but d'obtenir une récompense, ce sont les workaholics. Au contraire, les travailleurs engagés, les work engagement, eux, ils vont travailler
parce que le travail en lui-même leur apporte satisfaction, ils ont un réel engagement, ils font preuve de créativité, d'enthousiasme, d'implication, de résilience face à l'échec, face aux contrariétés. Le travailleur engagé, finalement, sa vie, même s'il travaille énormément, parce que du coup le fait qu'il soit autant engagé, il ne se rend pas forcément compte du temps qu'il passe au travail, mais ça a un impact positif parce que pour lui c'est vraiment, son travail c'est un véritable accomplissement personnel, donc ça a un impact positif sur sa vie privée, alors que le workaholic c'est l'inverse, il a cette sensation d'insatisfaction permanente et ça a un impact négatif sur sa vie privée. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de motivation qui sous-tendaient ces deux types de travailleurs. Chez le travailleur engagé, la motivation est intrinsèque. Une motivation intrinsèque, c'est une motivation primaire. Donc ce sont des motivations qui se développent pendant l'enfance et ce sont des motivations qui rendent le travail finalement agréable en lui-même. C'est le fait de faire ce travail qui m'apporte du plaisir. Et donc la motivation est très pérenne, très stable et elle résiste aux échecs, elle résiste aux difficultés. Ça, c'est vraiment les motivations intrinsèques. Et je vous invite à essayer de repérer quelles sont vos motivations intrinsèques. On a des tests de personnalité qui nous permettent de déterminer quels sont les types de motivations primaires qui vont permettre d'avoir une économie psychologique et de ne pas s'épuiser, s'évertuer à faire des choses qui ne correspondent pas à nos motivations intrinsèques. Alors que le workaholic, lui au contraire, il est animé par une motivation qu'on appelle extrinsèque, les motivations secondaires, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire ce travail, mais pas parce que le travail en lui-même me plaît, je vais le faire parce qu'il va me permettre d'obtenir une reconnaissance sociale, il va me permettre d'obtenir une prime, il va me permettre d'obtenir une augmentation de salaire. Voilà, je le fais, c'est instrumentaliser le travail, je le fais dans le but de. Et lorsque l'on est face à un échec, lorsqu'on est face à des difficultés, cette motivation extrinsèque n'est absolument pas pérenne et donc elle vacille. Et donc on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc voilà ces facteurs de vulnérabilité dont je voulais vous parler, ces notions de travailleur engagé et de travaillon-man, ces notions de motivation extrinsèque et intrinsèque, donc j'aurai l'occasion de vous reparler dans d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est extrêmement intéressant afin de permettre de déterminer une bonne économie psychologique du patient, de permettre de changer des comportements. Il faut se baser sur les motivations primaires, ça c'est une évidence. Alors comment est-ce qu'on va faire le diagnostic du burn-out? Donc on a déjà l'interrogatoire clinique et des questionnaires officiels que vous pouvez trouver pour la plupart de manière totalement libre sur internet. Après bien évidemment faites-les interpréter par un professionnel de santé, ça va être compliqué de les interpréter seul. Donc moi ce que j'utilise en micronutrition c'est bien évidemment le questionnaire médecine santé, qui nous permet d'aller avoir une évaluation de la fonction cerveau. On a également le DNS, qui est le questionnaire dopamine, noradrénaline, sérotonine, qui nous permet justement de voir dans quelle phase de stress on se trouve. Est-ce qu'on a déjà tous les neuromédiateurs qui sont effondrés ou pas? Donc c'est un questionnaire que j'aime beaucoup utiliser, qui m'évite d'ailleurs de faire en première intention des profils de neurotransmetteurs, parce que ça coûte quand même relativement cher, et on a un bon reflet quand même quand on fait ce type de questionnaire. Ensuite, on a le questionnaire de stress perçu de Cohen qui nous permet de voir un petit peu par rapport à la notion au stress réel, comment est-ce que celui-ci est perçu chez l'individu. On a l'échelle d'auto-évaluation du burn-out de Maslach. Donc lui aussi vous pouvez le trouver, il est subdivisé en 3 scores. Vous pouvez le faire, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le réaliser. On a le questionnaire HAD pour déterminer le niveau d'anxiété et le niveau de dépression. Donc c'est des questionnaires que l'on utilise et qui nous permettent de guider l'interrogatoire clinique, d'avoir des scores et de pouvoir justement les refaire au bout de 2-3 mois de prise en charge et de voir leur évolution. Ensuite on peut bien évidemment faire des bilans biologiques. Moi en tant que micronutritionniste je fais réaliser de nombreux bilans de biologie spécifiques, donc qui sont réalisés dans des laboratoires, c'est pas des laboratoires de quartier, la plupart du temps ce sont des laboratoires qui font de la biologie préventive, qui font de la biologie nutritionnelle et fonctionnelle, notamment le laboratoire Barbier à Metz, le laboratoire MBNex en Belgique. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez bien compris, dans ces 3 phases d'évolution du stress, il y a l'adrénaline qui est en jeu, donc on va faire le cortisol bien sûr. On va faire des profils hormonaux salivaires, donc on va les doser cortisol. Alors, j'insiste parce que j'ai vu des médecins généralistes qui continuent à prescrire cortisolémie, donc le cortisol dans le sang.
donc c'est pas très fiable. Il faut faire le cortisol salivaire à 8 h du matin. Et en même temps, on fait DHEA, prégnénolone, testostérone. En général, ce sont ceux qu'on fait dans ce type de bilan, stress, dépression et burn-out. On va aller doser, on peut également doser donc les neuromédiateurs et leurs métabolites, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine, acétylcholine. On va aller vérifier un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors les bilans sont très compliqués à interpréter, encore une fois. Donc voyez un professionnel de santé qui est compétent et qui sait interpréter des bilans biologiques parce que c'est pas évident, il y a plein de biais, notamment lorsqu'on a des inflammations digestives. On va aller doser éventuellement le magnésium érythrocytaire, mais en sachant que quand un patient est vulnérable au stress, il y a des fuites de magnésium urinaire très importantes et qu'il faut quasiment systématiquement complémenter. Après, peut-être pour personnaliser et voir exactement quelles sont les posologies qu'on va mettre, ça peut être intéressant de faire un magnésium érythrocytaire, mais dans la plupart des cas, le magnésium est indispensable et je dirais même que même lorsqu'on n'est pas soumis au stress, le magnésium intervenant dans tellement de réactions enzymatiques qu'il me semble raisonnable de se complémenter en magnésium de manière, je dirais pas quasi systématique parce que c'est pas la vision qu'on a et la manière dont on travaille en micronutrition, en médecine fonctionnelle, mais c'est important d'utiliser, de se complémenter en magnésium, d'autant plus lorsqu'on est soumis au stress parce qu'on a vraiment ce cercle vicieux du magnésium. Plus je suis stressée, plus j'ai une fuite urinaire de magnésium et plus je suis déficitaire en magnésium, plus je suis sensible et vulnérable au stress. Ça c'est important. Ensuite, on va aller doser tous les cofacteurs qui permettent la synthèse des neuromédiateurs, donc fer, cuivre, zinc, les vitamines B6, B9, B12 pour les processus de méthylation. On va aller regarder comment fonctionnent les membranes cellulaires, donc on sera amené à faire des profils en acides gras, aller voir comment sont constituées vos membranes cellulaires. C'est un bilan qui, je pense, qu'on devrait tous faire. Le métagénome, le microbiote, qui est notre carte d'identité microbiotique, il faudrait le faire au moins une fois dans sa vie. Et le profil en acide gras, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire au moins une fois dans sa vie parce que c'est le réel marqueur. En tout cas, on a des informations qui nous permettent réellement de se dire est-ce qu'il y a un risque cardiovasculaire ou pas, comment sont constituées les membranes cellulaires. Donc c'est un bilan qu'on fait faire. On peut faire des bilans inflammatoires puisqu'on sait que l'inflammation va prédisposer au burn-out parce qu'on ne fait pas forcément tous un burn-out suite à un stress chronique mal géré, mais le fait d'être sur un terrain pro-inflammatoire, ça va engager beaucoup plus facilement cette décompensation vers le burn-out. Donc une CRP ultra sensible, une vitamine D, bon, voilà, s'interroger sur l'inflammation, c'est important. Et puis, encore une fois, le microbiote, parce qu'on sait aujourd'hui les liens entre microbiote et stress, entre microbiote et dépression, entre microbiote et burn-out, entre microbiote et anxiété, on les connaît ces liens. Donc aller faire une carte génétique du microbiote, aller faire un métagénome, c'est intéressant, aller faire un métabolome, c'est intéressant, aller vérifier s'il n'y a pas un problème de dysbiose, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les dysbioses, donc les problèmes d'équilibre au niveau du microbiote, peuvent générer du stress, peuvent être le point de départ ou entretenir le stress via l'inflammation. Donc ce sont des choses à aller évaluer, à aller regarder. Donc vous voyez, finalement, ça demande quand même un regard très très global. On ne va pas regarder que le cerveau, que les surrénales, que l'intestin. On va aller tout regarder, en tout cas tous les mécanismes qui sont en jeu dans le stress. Alors la prise en charge, vous vous doutez qu'il va y avoir toute une partie micronutritionnelle pure, changement des habitudes alimentaires, faire en sorte d'apporter les acides aminés qui sont les précurseurs des neuromédiateurs, de la dopamine, de la sérotonine, faire en sorte d'apporter les cofacteurs, faire en sorte d'équilibrer le microbiote, faire en sorte d'apporter les bons acides gras, donc ça va se travailler sur l'assiette mais aussi sur la complémentation. Beaucoup me disent oui mais la complémentation ça coûte cher, oui mais quand il y a besoin, il y a besoin. C'est pas fait, c'est pas de l'automédication, c'est pas fait de manière globale, c'est précis. Vous avez besoin de tel ou tel micronutriment, vous avez tel ou tel déficit, vous avez tel ou tel problème d'assimilation, il va falloir utiliser tel ou tel micronutriment. Donc moi je dis qu'au lieu de se complémenter parce que notre voisin nous a dit de prendre ça, parce qu'on a vu ça à la télé, d'acheter des compléments à droite à gauche, quand vous faites le total de ce que vous avez acheté, ça ne nous servira à rien parce que ça ne nous a pas été conseillé personnellement. Quand on vous prescrit, quand vous prenez le temps d'aller consulter, les consultations sont longues, 1h30 et 2 heures de consultation.
qu'on vous fait des bilans biologiques, qu'on prend le temps de vous interroger, de vous faire des questionnaires et qu'il en ressort que vous avez telle ou telle carence, que les symptômes que vous avez, il y a toute une réflexion qui est faite. C'est pas une politique du cantonnier, vous manquez de ça, je vous donne ça. Non, c'est tout, on vous regarde dans l'ensemble, c'est une prise en charge intégrative et qu'on vous dit, voilà, il va falloir que vous utilisiez tel et tel micronutriment. Et ben moi je pense que même si vous avez l'impression que ça va vous coûter cher, et ben ça va vous servir. Si on vous prescrit, c'est que vous en avez besoin. Encore une fois, faites confiance à votre professionnel de santé qui va vous prendre en charge. Sinon ça sert à rien, vous ne consultez pas, vous continuez à regarder des vidéos sur YouTube et vous vous complémentez parce que votre voisine a utilisé ça et que ça fonctionne. Enfin, il faut savoir ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, il faut savoir ce que vous voulez. Et si vous prenez la décision d'être prise en charge, faites confiance à votre thérapeute. Maintenant, si vous ne faites pas confiance, changez de thérapeute. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Mais en tout cas, il est sûr que dans les phases de surmenage, dans les phases de stress chronique, dans les phases de dépression, lorsque la fonction cerveau est effondrée, il va falloir se complémenter. Je ne vais pas vous mentir, il va falloir se complémenter. C'est une évidence. Mais encore une fois, ça va être une prescription qui va être personnalisée, qui va être précise, adaptée à vos besoins et qui va vous apporter des résultats sur le long terme. Peut-être pas sur le moment, mais sur le long terme, ça vous apportera des résultats. Donc oui, il y a toute cette partie micronutrition, changement des règles alimentaires, complémentation adaptée et sur mesure. Et puis, bien évidemment, on voit l'individu dans son ensemble. Donc vous avez bien compris que le stress, il y avait une notion biologique, mais il y avait aussi une notion psychologique. Donc là, il y a des outils qui ont été développés, notamment dans les TCC de troisième vague. On va avoir recours à la pleine conscience, à la mindfulness, avec notamment le protocole MBSR, qui est spécifique de réduction du stress, mais sans faire forcément ce protocole de 8 semaines. On peut utiliser des outils de pleine conscience pour apprendre aux patients à accueillir son stress et à le gérer, plutôt qu'à essayer de le combattre. Des outils comme la thérapie ACT, d'acceptation et d'engagement. On va pouvoir proposer aux patients d'avoir recours à tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration abdominale, aux exercices de gestion des modes mentaux pour apprendre à faire la bascule. Donc il y a toute une prise en charge qui est neurocognitive et comportementale et émotionnelle, et une prise en charge. Et donc une prise en charge qui est purement biologique, et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je pense pas, je suis même persuadée que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on est soumis à un stress, lorsqu'on est dans une phase de surmenage, lorsqu'on a une humeur basse, lorsqu'on présente un syndrome anxio-dépressif, lorsqu'on fait un burn-out, on a besoin de cette prise en charge globale. Et donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir recours à un thérapeute qui va pouvoir vous proposer cette prise en charge globale, ou d'avoir recours à plusieurs thérapeutes. Donc l'un va s'occuper de la partie purement biologique, l'autre va s'occuper de la partie purement psychologique, mais je pense qu'il est important de se faire prendre en charge et de ne pas se laisser dériver, puisque vous l'avez compris, ça évolue et on peut rester pendant des années dans une phase de stress chronique qui va générer chez nous de nombreux troubles qui peuvent aller jusqu'aux troubles cardiovasculaires. Voilà, donc voilà, pour conclure, le burn-out, c'est vraiment un syndrome d'épuisement professionnel, donc d'épuisement physique et psychique dans le cadre professionnel. Vous avez vu qu'il finalement il met en jeu de nombreux mécanismes, et notamment ce dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et qu'il va falloir une prise en charge qui va être globale, qui va être intégrative, qui va être intelligente, et qui va permettre aux patients d'aller mieux, et qui va permettre aux patients de se sortir de ce cercle vicieux du stress chronique mal géré. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris certaines choses, peut-être vous serez-vous reconnu dans certains symptômes. Vous pouvez réaliser par vous-même les questionnaires, encore une fois, sur internet, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais cette vidéo, comme n'importe quelle vidéo que vous trouverez sur YouTube, comme n'importe quel conseil qu'on vous donnera comme ça à la va-vite, ne peut pas remplacer, ne peut pas se substituer à une consultation. Donc si cette vidéo peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, de vous dire peut-être effectivement qu'aujourd'hui je gère mal mon stress, que je suis dans une période de surmenage, peut-être que je vais avoir besoin d'aide, de me faire aider, c'est le but de cette vidéo finalement, c'est de vous faire prendre conscience de ces phénomènes qui se passent, aussi bien biologiques que psychologiques, et qu'aujourd'hui vous pouvez vous faire aider. Donc n'hésitez pas
à consulter, à contacter un professionnel de santé qui est compétent en la matière et qui pourra vous proposer une prise en charge adaptée à vos besoins, parce que nous sommes tous uniques, encore une fois, et que stress est stress. Il n'y a jamais deux fois le même stress, il n'y a jamais deux fois la même manière de répondre, de réagir à un stress, et il n'y aura donc jamais deux fois la même prise en charge. Il n'y a pas de recette miracle, il y a une recette adaptée à votre situation. Je vous retrouve sur le blog pour l'article détaillé avec encore plus d'informations. À votre santé!